Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et merci d'être si nombreux. Alors, je vais vous dire, on est déjà pratiquement à 120 personnes et ça monte très très vite puisqu'il est juste l'heure pile, donc il y a quelques-uns d'entre vous qui nous rejoignent là au fur et à mesure. On espère que vous êtes bien installés. Ce soir, j'ai la joie et le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Bellon, qui va se présenter dans quelques instants. C'est un super photographe passionné de photos paysages. Et puis, vous le savez, puisque c'est le sujet ce soir, de contenu. Pour rappel, je vais réexpliquer comment se passent les webinaires organisés par l'UNESCA. Dans un premier temps, donc Jean-Philippe va se présenter. On fera un mini sondage très rapide, parce qu'il faut s'entraîner, on va devoir voter bientôt, donc on vous fera voter. On ne parle pas de politique, hein, promis. Jean-Philippe nous a préparé une petite vidéo pour aborder le sujet. À la suite de ça, on aura des manipulations, un petit quiz, une page de pub, vous le savez, ce qu'on fait à chaque fois. Ce webinaire, il est organisé avec l'aide de BenQ, de Calibrite. Calibrite, vous connaissez, hein, bien sûr, les petites sondes, et de notre partenaire Graphique Réseau. Et donc, il y aura des offres spéciales qui vous seront communiquées. Et après les offres spéciales, c'est l'équivalent de la petite page de pub, on passera à la session questions-réponses. Mais j'arrête de parler, je laisse la place à Jean-Philippe pour qu'il se présente, et puis ensuite, on continuera, comme je vous ai décrit, les événements. Petit détail, excuse-moi Jean-Philippe, encore une chose, puisque c'est une question qui est très souvent posée. Oui, il y a accès au replay. D'ici demain, vous recevrez un email qui vous permettra de voir à nouveau cette présentation, uniquement bien entendu si votre adresse mail est correcte. Ça fait partie du jeu. Voilà, je laisse la place à Jean-Philippe. Écoutez, bonsoir à tous. Déjà, merci d'être là si nombreux, parce que moi je vous vois pas, mais c'est quelque chose qui me touche. Moi, je n'ai pas l'habitude de parler à autant de personnes. Donc, je suis donc Jean-Philippe Bellon, photographe, plutôt spécialisé dans le paysage. En tout cas, ma passion de la photographie, elle est plutôt du côté du paysage et aussi de la pose longue. Pour la petite histoire, j'ai toujours baigné dans l'image, c'est-à-dire que j'ai de la famille qui fait beaucoup de photos. Ma tante fait énormément de photos depuis que je suis tout petit et mon grand-père a fait le tour du monde et j'ai baigné littéralement, parce que j'ai des montagnes de photos de lui autour du monde avec des phoques. Je peux même vous en montrer, hein, j'en ai toujours pas loin avec un petit cadre. Voilà, des petites photos. Et à une époque où le tourisme n'était pas développé, et honnêtement, il y a plein de paysages que je retrouve aujourd'hui, qui ont forcément changé, mais que je retrouve aujourd'hui sur des photos et qui, moi, me replongent en enfance. Et donc après, je n'ai pas tout de suite été dans la photographie. J'y suis venu vraiment, vraiment plus tard. On va dire que j'ai commencé à m'y intéresser sur l'adolescence, et après, je m'y suis vraiment bien mis à l'approche de la naissance de ma fille. Parce que je me suis dit, c'est dommage de ne pas faire de photos, d'y aller. Et au final, j'ai quasiment pas fait de photos de ma fille. J'ai fait des photos de paysage parce que je vis sur le bassin d'Arcachon, qui est un endroit magnifique, sans vouloir être chauvin. C'est le spectacle dès qu'on sort. Et puis en plus, je suis méditerranéen d'origine. Et là, je me retrouve à l'Atlantique avec le phénomène des marées. J'ai vu qu'il y avait des Bretons dans le chat, donc voilà. Si vous voyez de quoi je parle, je pense. Donc voilà. Et puis, que dire de plus, ça fait à peu près 12 ans que je me suis professionnalisé et ça fait, j'attaque ma 4e année à plein temps. Donc je fais ça à plein temps. Je fais de la photographie pour les entreprises, de la photo qu'on appelle sociale, donc du mariage, du baptême, des portraits corporate. Mais je garde quand même cette passion de la photographie de paysage qui me permet aujourd'hui de travailler avec des collectivités, des offices du tourisme, des golfs par exemple. Et du coup, ça permet vraiment pour le coup de joindre la passion et le travail. Voilà, maintenant je vais vous laisser avec la vidéo que j'ai préparée en espérant qu'elle vous plaise. Je ne suis pas coutumier, ce n'est pas mon habitude de faire des vidéos, donc j'essaie d'être le plus à l'aise possible. Et puis, on se retrouve à la fin de la vidéo avec tout un tas de questions, des petites démos de photos d'avant-après. Voilà, il ne reste plus qu'à Serge de lancer le magnéto.
Alors, avant de lancer le magnéto, Jean-Philippe, si tu es toujours d'accord, je leur fais un petit sondage. Ah oui, tout à fait. Et je vais lancer le son maintenant parce qu'on s'est présenté, mais Jean-Philippe, il aimerait en savoir un petit peu plus sur vous. Donc, voici le petit sondage qui s'affiche normalement sur la droite de votre écran. Et la question, c'est la pause longue. Et vous? Je ne connais pas, je suis là pour apprendre. Je préfère la chaise longue. J'ai essayé et je veux m'améliorer. Je pratique régulièrement ou je suis un expert du sujet. Alors, vous pouvez répondre plusieurs choses si jamais. Ah là là, il va falloir faire attention. Nous avons quand même 19 pratiquants réguliers et un expert. Ah oui. Oh, les experts arrivent. Ah, c'est la petite pression qui monte. J'aime bien. Voilà. Alors, il y a un temps limité pour... il reste 20 secondes. Voilà. Et il y a pas mal de personnes qui ont quand même goûté à la pause longue, hein, tu vois. Donc, c'est ça. secondes. Les derniers. Voilà. Et donc, je vais afficher les résultats. Tu les vois, Jean-Philippe? C'est bon, hein? Ouais, on a quand même une grosse partie qui a déjà essayé, qui veut s'améliorer. Ouais. C'est bien, ça va proposer des questions intéressantes dans la FAQ, je pense. C'est génial. Et on a 2 experts. Alors ça, je trouve ça intéressant. Ouais, ouais. Très bien, je masque les résultats. On est paré. Alors, juste pour la petite histoire, je nous ai mis en open chat, ce qui fait que quand vous envoyez un message par chat, tout le monde peut le voir. Ça nécessite bien sûr de se respecter les unes, les uns et les autres. Mais généralement, on a une très bonne ambiance et il y a un chat qui est comme ça, un petit peu communautaire et c'est assez cool. Et si tu es toujours partant, je lance le magnéto. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons parler de pose longue. Je suis Jean-Philippe Belon, photographe, spécialisé dans la photo de paysage, entre autres, mais ce qui me caractérise le plus, c'est clairement mes photos de paysage et plus particulièrement mes photos de paysage du bassin d'Arcachon. Je suis également connu, si on peut dire, pour mes poses longues. Et c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. La pose longue, c'est quoi? Ben, c'est pas compliqué. En fait, la pose longue, c'est le fait d'ajuster nos réglages afin d'avoir une pause supérieure à 1 seconde. Pour moi, une pause devient longue quand elle nécessite forcément l'usage d'un trépied. C'est ma définition personnelle, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un grand ponte. Comment pratiquer la pose longue? Vous n'êtes pas sans savoir qu'une photo se caractérise par le triangle d'exposition. Donc nous avons 3 facteurs. D'un côté, nous avons la vitesse d'obturation, de l'ouverture, donc le F sur vos appareils. Et ensuite, pour terminer, nous avons les ISO. Alors, pour la pose longue, c'est pas compliqué. Le plus simple pour démarrer, les ISO minimum. Donc ça dépend de votre boîtier, mais en règle générale, ça se situe autour de 100 ISO. Et après, on règle notre ouverture jusqu'à obtenir le bon temps de pause. Ces réglages-là sont vrais dès lors qu'on a une faible luminosité. Ce qui caractérise le plus une photographie et ce qui va déterminer l'ambiance générale d'une photographie, c'est la lumière. Donc on aura beau fermer au maximum notre ouverture, arriver aux alentours de f22 et réduire nos ISO au minimum 150 pour certains, voire 32 suivant les boîtiers, on n'arrivera pas forcément, encore plus en plein jour, à allonger le temps de pause suffisamment. C'est là qu'intervient du matériel, qu'on verra dans un second temps, qui permet de réduire la quantité de lumière qui rentre dans nos boîtiers. Je vous propose maintenant de passer en revue le matériel nécessaire pour effectuer des poses longues. Donc il vous faut un boîtier, bien entendu, c'est le plus simple. Alors moi je fais la plupart de mes photographies de paysage avec mon 24-70. Il faut savoir qu'on peut faire des photographies de pose longue avec
n'importe quel boîtier. On peut même en faire avec des téléphones. Voilà, c'est dit. On ne reviendra pas là-dessus. Mais sachez-le, si vous n'avez pas encore investi, vous pouvez très bien faire des poses longues avec votre téléphone. Ensuite, il faut un trépied. Moi, j'utilise un trépied en carbone avec des pieds indépendants. Donc voilà, un bon trépied. On en trouve qui font le travail à partir de 50 euros. On commence à avoir des trépieds qui sont quand même assez sympathiques. Voilà, ne lésinez pas là-dessus. Le trépied, c'est quasiment le matériel qui va vous suivre le plus longtemps. Je vous conseille, sincèrement, d'investir dans un bon trépied et surtout dans un trépied qui ne soit pas trop lourd. Parce qu'un trépied lourd, c'est un trépied qu'on ne prend pas. Voilà. Et ensuite, si on veut aller plus loin, on peut utiliser des filtres vissants. Donc des filtres qu'on appelle ND, de densité neutre. Ces filtres-là, en fait, vous permettent de réduire la quantité de lumière. Vous voyez, on ne voit pas du tout à travers ce filtre-là, qui est un ND1000. Donc ce filtre réduit 1000 fois la lumière qui rentre dans notre boîtier. Et c'est ce filtre-là qui va nous permettre de faire des poses longues en plein jour. Mais nous y reviendrons dans un second temps. Nous allons donc nous atteler à voir comment mettre en œuvre la pose longue. Dans un premier temps, sans filtre, juste avec le matériel qu'on possède, idéalement un trépied, mais vous pourrez très bien imaginer vous appuyer sur une rambarde, sur une chaise. Le but, c'est d'être stable. Moi, je conseille d'avoir dans un premier temps un trépied et un appareil pour pouvoir se lancer, mais vous pourriez très bien imaginer ne pas encore avoir de trépied. Mais du coup, à quel moment faire de la pose longue sans filtre? Eh bien, c'est pas compliqué. À l'heure bleue. La première étape, le premier test de pose longue que l'on peut faire, c'est à l'heure bleue. L'heure bleue, c'est le moment où la lumière diminue après que le soleil se soit couché. Moi, je vous conseille de partir, de faire vos photos de coucher de soleil si vous en avez envie, de trouver un endroit sympathique où la pose longue aura un intérêt. Qu'est-ce qu'un endroit où la pose longue a un intérêt? Ben, c'est très simple. C'est un endroit où il y a de l'eau, un endroit où il y a du passage. Donc ça peut être des voitures, des vélos, ça peut être des gens tout simplement, hein, des gens qui passent devant des affiches lumineuses, devant des vitrines par exemple, ou simplement de la nature avec des nuages. Moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de bien choisir votre sujet. La pose longue, c'est génial. Moi, je vis au bord de l'océan, donc mon sujet de prédilection, ce qu'on appelle les seascapes, les paysages marins, et je sais pertinemment que si je pars faire de la pose longue, même s'il n'y a pas de nuages, j'aurai toujours quelque chose à sublimer via la pose longue. Que ce soit une digue, que ce soit des rochers, on peut imaginer des piquets, ici on appelle ça des pignottes. On peut tout sublimer avec de la pose longue. Dès lors qu'on a de l'eau, on vient lisser les petites vaguelettes et on se retrouve avec quelque chose de très très lisse et de très très beau. Un autre intérêt de la pose longue qui est un peu sous-estimé, c'est le fait d'effacer les gens sur des lieux ultra connus avec un fort passage. J'ai par exemple fait l'expérience il y a peu d'aller photographier le miroir d'eau. Je l'avais fait il y a quelques années, mais je l'avais fait à l'heure bleue en plein hiver, il n'y avait pas grand monde. Là, j'y suis allé à 17 h un mercredi. Donc, le miroir d'eau, c'est situé au niveau de la place de la Bourse à Bordeaux. C'est un lieu qui est ultra passant. Pour peu qu'il fasse beau, vous avez une fine pellicule d'eau et ça vous crée un miroir en fait du bâtiment qui est derrière, et il y a énormément de passages, des enfants, des gens, on a l'impression de marcher sur l'eau, c'est magnifique. Faire une belle photo là-bas, c'est très très compliqué. Et bien, ça n'a pas été compliqué longtemps. J'ai fait des pauses de 6 minutes. En 6 minutes, vous allez voir le résultat qui s'affiche. En 6 minutes, il n'y a personne. On croirait que je suis seul. Ça a effacé le trafic qui était en arrière-plan. Ça a lissé le tram, donc on a un passage de tram en fond. Ça a lissé les enfants qui sont parfois restés quasiment 1 minute accroupis devant nous à jouer avec l'eau. Ça a tout lissé. Et surtout, on était sur une journée avec du grand ciel bleu et des gros passages nuageux, et on se retrouve avec des mouvements de nuages qui sont ultra intéressants. Maintenant, on va passer à l'utilisation des filtres, donc ce dont je vous parlais juste avant. 2 filtres circulaires, mais il existe aussi des filtres carrés que l'on utilise sur des porte-filtres que l'on vient glisser et qui permettent, en plus d'avoir cet effet opacifiant, d'avoir aussi des filtres dégradés. Ces filtres dégradés vous permettent d'assombrir juste une partie
de votre photo, donc de rééquilibrer votre scène. Moi, je les utilise même en dehors de la pose longue, c'est-à-dire que vous utilisez ce filtre-là, il vous permet d'assombrir le ciel, de rééquilibrer l'éclairage entre l'intensité de lumière entre le ciel et le sol, et vous vous retrouvez avec un éclairage qui est parfait, une photo qui est beaucoup plus harmonieuse en termes de lumière et qui est surtout beaucoup plus facile à traiter derrière parce que vous n'allez pas avoir besoin de gérer votre ciel et votre sol. Vous allez avoir une lumière homogène sur la prise de vue et vous allez avoir une prise de vue qui est pas parfaite mais qui est beaucoup plus facilement gérable en post-production que si vous n'aviez pas utilisé ce filtre là. Je vous emmène à l'endroit où j'emmène tous mes stagiaires pour les stages de pose longue, c'est-à-dire à Arcachon, et vous allez voir, on va faire des photos à l'heure bleue sans filtre, et dès que le soleil va monter, on va tout de suite passer à des photos avec filtre. Vous allez voir tout de suite la différence. On se retrouve à Arcachon. Nous voici donc à Arcachon pour commencer à faire de la pose longue à l'heure bleue. On va donc faire de la photo sans filtre. Donc là, il est actuellement 5h50. Le soleil se lève à 6h20. Donc on est une demi-heure grosso modo avant le lever du soleil. Hop. Donc je règle mon appareil et je me mets à 100 ISO, qui sont les ISO natifs les plus bas de mon appareil. Donc ici, il me dit que sans filtre, je suis à 0,6 secondes. On pense bien à mettre le petit retardateur. Donc hop, ici, on déclenche. Clac. Et on vient de faire notre première pose longue. Donc je vais faire la même pour vous montrer. Je vais monter, hop, je vais me mettre à 1600 ISO. Peut-être ouvrir un peu. Je vais mettre à F11 histoire d'avoir un temps de pause. Un 80e. Comme ça, on a des ISO assez propres, on a 1000 ISO. On va refaire exactement la même photo. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est rajouter un filtre. Idéalement, j'aimerais bien allonger mon temps de pause dans l'ordre 10-15 secondes. Je pense que ce serait très bien. Donc pour cela, je vais installer mon porte-filtre. Où je mets la petite bague d'adaptation que je viens de visser à l'avant de mon objectif. Donc le porte-filtre se présente comme ceci. Celui-ci a l'avantage d'être magnétique, mais il en existe d'autres où le système est toujours le même, c'est-à-dire qu'il y a un petit ergot qui vient sur le côté, hop, et on vient, après on a une petite molette à serrer, donc c'est un filtre 64 qui va faire entrer beaucoup moins de lumière. Ensuite, donc, hop, je le mets, vu que je suis en mode priorité à l'ouverture, le temps de pause est automatiquement calculé, et là il m'annonce un temps de pause de 10 secondes, ce qui était exactement ce que je voulais. Donc on va faire une première photo à 10 secondes. Donc là, je vous montre le résultat tout de suite. Donc elle n'a eu aucun impact sur le ciel, hein, parce qu'on n'a toujours pas de nuages. Mais par contre, elle a eu un impact significatif sur l'eau. Donc vous voyez, 10 secondes, on commence à avoir un temps de pause qui est quand même assez intéressant. On va utiliser un filtre gradué. Et je vais plutôt utiliser celui-ci qui correspond à un ND8. Clac, j'ai présenté mon petit filtre, donc on a déjà une différence. Et là, je peux monter et descendre ce même filtre. Vous voyez, plus je le monte, moins son effet est intense. Et puis on retrouve notre plage, entre guillemets, sous-exposée. Et hop, là, je descends mon filtre. Et en fait, petit à petit, vous voyez, la plage vient se rééclairer. Et on se retrouve avec une exposition beaucoup plus nette. Ce filtre-là vient assombrir le ciel et de ce fait vient allonger notre temps de pause. Notre temps de pause est passé à 20 secondes. Voici donc notre photo de 20 secondes comparée aux précédentes. On va maintenant se retourner afin de profiter des couleurs et des quelques nuages qui ont fait leur apparition derrière moi. Je vais en profiter pour effectuer des pauses un peu plus longues. Je vais mettre le filtre ND1000 et pousser mon temps de pause au-delà de 30 secondes. On notera qu'avec les conditions du jour, il n'y a que peu de différence finalement entre les photos exposées de 30 secondes, de 60 et de 90. Il est temps pour moi de reprendre la main ici au studio et donc de voir avec vous comment choisir le bon filtre. Parce que vous l'avez bien vu, lors de cette sortie, j'ai utilisé un ND64 et un ND1000. Ce sont des filtres que j'affectionne, mais ce ne sont pas les filtres les plus adaptés en fonction du type de photo que vous souhaitez faire.
Là, à la fin de la vidéo, je vous présenterai différents types de photos que j'ai réalisées, quel filtre j'ai utilisé, et je vous propose, du coup, de regarder l'importance du traitement, parce que toutes les images ont été prises en RAW et ont été développées sur Lightroom, sur Camera Raw, sur Capture One, sur le logiciel que vous voulez. Le développement, c'est toujours la même chose, c'est l'ajustement des tons clairs, des tons foncés, des blancs, des noirs, des contrastes, de la saturation, l'intensité des couleurs. Voilà. Avec la pose longue vient la problématique des dégradés de couleurs. Vous remarquerez quand vous ferez vos propres expériences que quand vous allez allonger le temps de pose sur de l'eau, se lisse, les nuages viennent refléter dedans, on se retrouve avec des petits dégradés de couleurs. Et en fait, ces dégradés de couleurs-là sont normalement justes, mais si on n'a pas un bon matériel pour traiter nos photos, on se retrouve vite à avoir l'impression d'avoir des franges. Et c'est là qu'avoir un bon écran change la donne. Moi, je travaille avec un modèle BenQ S272U. C'est un écran qui change la vie. C'est-à-dire qu'un écran bien calibré, quand vous arrivez dans ce niveau-là de photo, où au final vous avez énormément de couleurs, énormément de dégradés, de variations de couleurs, entre un bleu profond à un bleu ciel, et qu'entre les deux, vous avez peut-être une centaine de nuances au milieu, avoir un écran calibré et un écran très qualitatif, c'est génial. Certains diront, moi je vois pas la différence, effectivement, mais moi qui fais beaucoup de tirages, eh bien, je peux vous assurer qu'avoir un rendu sur l'écran proche de ce que je vais avoir sur le papier, alors on a toujours le souci du rétroéclairage, c'est pas toujours identique, mais quand j'ai mon rendu de mon écran, que j'affiche mon tirage à côté et que j'ai exactement le même rendu des couleurs, eh bien, je peux vous assurer que c'est jouissif. Avoir un écran calibré, ça change la vie. Voilà. Je pense que on aura fait le tour de tout ce que je pouvais vous dire sur la pose longue, entre la mise en situation et cette partie-là. Et puis surtout, je vous invite à me poser toutes vos questions, parce que je n'ai pas tout dit pour pas vous noyer d'informations. Mais je vous invite grandement à poser vos questions. Ben voilà, très bien. Merci Jean-Philippe, c'est intéressant. Ça donne déjà un bon panorama du sujet. Oui. J'ai noté pas mal de questions, donc on ne va pas les traiter toutes tout de suite. Et ce qui serait sympa, peut-être, déjà, si tu veux conclure ta vidéo et oui, ajouter un ou deux éléments. Oui, parce que alors cette vidéo était beaucoup plus longue au départ, du coup j'ai dû couper des parties pour que ce soit digeste. Donc malheureusement, il y a des informations qui n'y sont pas, mais on va les voir après. Hein. Ensuite, j'ai pas mal de choses à vous montrer, des photos, des prises de vue avec tel ou tel filtre, telle ou telle longueur de pose, et des avant-après pour le post-traitement, parce que c'est quand même quelque chose d'important et c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Ça fait partie de ma pratique de la photo. Pour moi, il faut développer ces images comme à l'époque de l'argentique avec les bains, et on ne parlera pas de retouche, on ne va rien supprimer, mais par contre on va vraiment parler de développement de nos images. Mais avant d'aller là-dessus, il me semble qu'on a un petit quiz pour savoir si vous avez suivi. Et ouais. Et puis, on veut voir si vous avez suivi. Du coup, je lance malgré la mouche. Ah ben, il fallait suivre la mouche d'ailleurs. Donc je confirme, on ne peut pas faire de pause longue en vidéo. Non. Alors le quiz se pose à l'écran, vous l'avez sur votre interface. Que permet la pause longue? Plusieurs réponses possibles. Est-ce que ça permet de lisser l'eau? Est-ce que ça permet de prendre son temps de faire une pause? Est-ce que ça permet de masquer les passants, de sublimer le mouvement ou de se déstresser? Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Et en plus, il y a tout de suite les gens peuvent voir s'ils ont juste. Alors, il y a combien? Après, il y a quand même des réponses un peu pièges. Non. On va rediscuter après.
je pense qu'il y en a une que j'aurais cochée alors qu'elle est fausse. Mais on peut en reparler. Ah, mais c'est pas... ça se discute. Ah, mais on va en discuter. Ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant quand on fait de la pause longue, justement. Il reste quelques secondes. Ouais. Encore quelques secondes pour les derniers participants. Et voilà. Alors, en ce qui me concerne... J'affiche les résultats d'abord. Vas-y. En ce qui me concerne, bon, les 3 bonnes réponses, c'était de lisser l'eau, bien évidemment, de masquer les passants, on l'a bien vu, il y a eu un gros passage là-dessus avec une démo, et de sublimer le mouvement. Ça, c'est évident. Mais par contre, moi, ce que je qualifierais de bonne réponse, c'est de prendre son temps et de faire une pause. Parce que quand on en est à faire des pauses qui dépassent les 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, c'est hyper long. Enfin, si on est pressé, si on est quelqu'un qui n'aime pas profiter du paysage, profiter d'être à l'extérieur, c'est quelque chose de très, très, très long. Et je peux vous assurer que pour avoir été faire des pauses longues avec mes enfants, 30 secondes, c'est très, très, très long. Donc, pour moi, prendre son temps et faire une pause, c'est clairement une bonne réponse. Déstresser, voilà, je pense pas. Mais voilà. Très bien, nickel. Donc, je vais masquer ceci pour qu'on puisse continuer. Avant d'aller plus loin, moi, j'avais envie aussi que les gens puissent te suivre et je vais leur envoyer un petit call to action. S'ils veulent te suivre, sur Insta, il y a ton nom et puis s'ils cliquent sur le bouton qui s'affiche sous ta fenêtre, ils peuvent aller sur ton site. Voilà. Donc, ça prend une partie de l'image, ça va s'effacer dans quelques instants. Mais si certains ont envie de suivre ce que fait Jean-Philippe, vous pouvez faire ça. Tu veux bien nous montrer quelques photos et on passe un peu à de la manipulation? C'est ça. Hop. Alors, je vais vous montrer quelques photos. Tu veux pas commencer par les avant-après, plutôt? Si, très bien. Voilà, moi je pense que le avant-après est quelque chose de très très intéressant. Donc je vous ai préparé 3 photos avec 3 temps de pause différents. Il y en a une de 5 secondes, une de 20 secondes et une de 30 secondes. Et ça vous permettra de voir que sur 20 et 30 secondes, il n'y a pas énormément de différence. Donc vous avez sur la partie gauche le avant, donc c'est le RAW, hein, c'est une capture d'écran du RAW. Et à droite, la photo traitée, donc développée. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de grande différence. Il y a une petite suppression d'un mât qui apparaissait par ici et qui était flou du coup, puisque les bateaux bougent forcément. Et après, le traitement de la pose longue, en tout cas de celle-ci, c'est surtout rehausser la lumière sur le bas de l'image, parce que c'est la partie la plus sombre, hein, même malgré l'utilisation d'un GND que j'utilise de façon systématique. Donc là, on a un dégradé 0,9, donc un équivalent à un D8 sur le haut du ciel, donc qui vient se dégrader du haut et qui vient se terminer grosso modo un petit peu au-dessus du piquet et qui permet de rééquilibrer la scène, mais ça ne fait pas de miracle non plus. On est sur des rochers qui sont quand même assez sombres et la magie du RAW, qui est le négatif numérique, c'est de pouvoir venir récupérer ces informations-là et rehausser un peu les informations de notre image, rehausser la lumière, rehausser les couleurs. Et moi, j'affectionne particulièrement les photos péchues. Si vous avez cliqué sur le call to action, vous avez dû voir que j'aime les photos colorées. Ensuite, je vous propose une pause un peu plus courte qui pourrait être faite à l'heure bleue un petit peu plus tard sans forcément utiliser de filtre. Là, c'était encore un petit peu tôt avant le coucher du soleil. Donc, pour cette photo-là, j'ai attendu le passage répété des vagues. C'est une session où j'ai fait grosso modo 100 photos. On attend que la vague vienne. Et pour faire cet effet de filet, en fait, on attend que l'eau se retire. Les gens pensent qu'en fait, on fait cette photo-là quand l'eau arrive, souvent. Mais non, c'est quand l'eau se retire, c'est beaucoup plus simple. Et la seule contrainte qu'on a avec ce genre de prise de vue, c'est qu'on évite le retardateur du coup et on risque d'avoir des flous de bouger. J'ai vu que certains d'entre vous en avaient parlé dans le chat sur comment éviter les vibrations. On va y revenir ensuite, mais effectivement, dans ce cas précis, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment, alors là on est dans le sable, avoir bien enfoncé le trépied de bien 10 cm pour être sûr de ne pas bouger et d'avoir bien serré notre rotule pour éviter que le boîtier bouge. Et ensuite, au niveau du traitement, ben là encore une fois, c'est pas compliqué. Il y a, par rapport à l'autre photo, un rehaussement par couleur. Donc c'est là qu'on
on va en reparler, mais les écrans calibrés, c'est magique. Donc là, j'ai rehaussé les verts. Vous voyez, sur le rocher, on a une intensité d'algues qui est un peu plus présente. Après, elles étaient quand même assez lumineuses. Et après, c'est principalement venir rehausser de la couleur via des outils qu'on a dans Capture One ou dans Lightroom, des outils locaux. Donc, un filtre circulaire, par exemple, on trace un rond et après, on vient appliquer des réglages à l'intérieur pour venir rajouter un petit peu de couleur sur ces reflets. Et c'est ça qui est intéressant avec la pose longue, c'est qu'on a vraiment énormément de reflets et on peut venir récupérer énormément de couleurs sur le sable. Moi, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et la dernière, qui est une pose de 30 secondes, donc la pose la plus longue des trois. Et vous voyez, cette photo-là, encore une fois, toujours pareil, on rééclaire le premier plan, on corrige énormément parce que cette photo-là a été prise avec un 15 mm qui a tendance à vignoter. Donc le vignotage, c'est une partie de la photo, donc les angles qui deviennent un peu plus sombres liés justement au fait que la lentille soit bombée. Et donc là, on corrige ce vignotage, donc on se retrouve avec une partie un peu moins sombre en bas, et après un filtre dégradé dans le logiciel de développement qui permet d'appliquer le traitement juste sur la partie basse de notre photo, de venir rehausser, et ensuite encore un cercle au milieu pour venir rehausser cette lumière qui, pour le coup, sur la partie gauche, sur le RAW, ne reflétait pas ce que moi j'avais perçu. Le fait de faire une pose longue sur une lumière descendante, on peut la déclencher au moment où la lumière est hyper intense, mais sur une pause de 30 secondes, la lumière peut varier, surtout quand on a un ciel très couvert comme celui-là, et la lumière varie, et finalement, la réalité, à la prise de vue, si j'avais fait, ce que je n'ai pas fait malheureusement, une photo sans utiliser la pose longue, j'aurais eu un rendu qui était quand même plus proche, dès la prise de vue, de la photo finale. Voilà, pour ces trois petites photos avant-après. J'ai d'autres photos à vous montrer, mais on va peut-être voir avec Hervé ce qui convient, peut-être répondre à une ou deux questions en lien avec ça, justement. Ouais, en fait, si tu veux, il est déjà 19h02. Donc, je pense que ce serait peut-être... Ouais, alors, il y a tout un jeu de questions autour de la gestion des vibrations, de la stabilisation. Est-ce qu'il faut utiliser un retardateur? Est-ce qu'il faut un déclencheur souple? Donc, je pense que celle-là, on pourrait l'aborder. Et ensemble, oui, c'est très bien. N'hésite pas aussi à utiliser le matos que tu as. Oui. Donc, pour la pose longue, effectivement, le trépied, et vient le problème des vibrations. En fait, je l'avais abordé dans la vidéo à la base, puis je l'ai coupé parce que c'était trop long. Mais faire des photos sur le sable, il suffit de marcher à moins de 20 cm du trépied pour générer des vibrations. Donc, le principe de la pose longue, c'est déjà de se poser sur son trépied, de bloquer la stabilisation. Donc, souvent, vous avez un commutateur sur votre optique, ou alors après, c'est des fois dans le boîtier qu'il faut le désactiver. Et je vous montrerai, parce que j'ai déjà fait l'erreur de ne pas le désactiver, ce que ça peut provoquer. Alors, c'est des situations cocasses, mais des fois, ça peut complètement vous casser votre photo, en fait, parce que le problème de la stabilisation, c'est qu'elle va essayer de compenser des micro-mouvements qui n'existent pas. Donc, à partir de là, elle va quand même essayer de faire quelque chose. Alors, c'est un peu moins vrai avec les hybrides, mais à l'époque des réflexes, vu que c'était dans l'optique, la plupart du temps, à part chez Pentax, que la stabilisation se faisait, il y avait quand même beaucoup de ratés. Et donc, du coup, pour éviter ces vibrations-là, le petit retardateur, moi, je n'utilise pas de télécommande parce que j'ai jamais aimé ça. Ça fait toujours un fil qui pend et après, on est obligé de rester à côté de son boîtier. Quand on aime faire des pauses longues, pouvoir s'éloigner, aller faire autre chose quand on sait qu'il y a 2 minutes de pause ou ne serait-ce qu'une minute, c'est quand même bien de ne pas être tributaire de la télécommande. Et la télécommande filaire, si on la laisse pendouiller, elle va créer des vibrations. Il suffit d'un petit coup de vent, elle va venir taper sur le pied. Donc moi, je ne suis pas partisan des télécommandes. Aujourd'hui, la plupart des appareils photo sont pilotables depuis le smartphone. À la rigueur, ça peut être une solution. Mais un petit retardateur de 2 secondes, honnêtement, ça suffit largement. Très bien. Est-ce que je vous montre mon petit raté? Oui, je pense que c'est bien. Ça Regardez, ça, c'est un beau raté. C'est-à-dire que la photo en elle-même n'est pas ratée. Mais par contre, vous voyez, sur cette partie-là, la grande roue, elle n'était pas cassée. Donc là, on est sur une pause de 20 secondes. Donc la grande roue a tourné.
On voit bien qu'elle est cassée. La grande roue a tourné, donc on a vraiment cet effet de mouvement, on a même une impression de vitesse. On a les nuages qui bougeaient énormément parce que ben, voilà, la marée était en train de basculer, on a énormément de vent. Mais par contre, le fait d'avoir la stabilisation qui était encore active, elle a essayé de compenser et elle m'a créé cette roue cassée que je n'ai pas sur une autre photo que je vous montre un petit peu plus tard, de la même série où j'ai désactivé la stabilisation et je n'ai plus ça. Donc voilà, une situation. Alors, est-ce que ça a raté ma photo dans ce cas précis? Ça me fait une belle anecdote à raconter, mais il faut avouer que ben, ça peut quand même causer du tort. Ça aurait très bien pu me créer un décalage sur la jetée, par exemple, sur cette partie-là, et venir me faire descendre une partie de la jetée, puis de la retrouver remontée de l'autre côté. Voilà. Très bien, ça illustre bien. Est-ce que tu penses que c'est le moment de parler des offres qui ont été concoctées par nos partenaires Graphic Réseau? C'est très bien. Donc, le webinaire, il est fait en partenariat avec Graphic Réseau, qui est un revendeur en ligne que certains d'entre vous connaissent. Et donc, je vous envoie les offres spéciales. Alors, c'est quoi les offres spéciales pour ce webinaire? C'est très simple, c'est sur les écrans BenQ, comme l'a dit Jean-Philippe. Dès qu'on travaille de manière précise sur ces photos, et ça peut être, par exemple, autour de la pose longue, et je pense que tu as bien expliqué que quand on veut pouvoir vérifier que les niveaux de gradation sont cohérents, que les couleurs, toi tu aimes bien que ce soit des couleurs assez vives, et chaque photographe va travailler sur ces couleurs à sa manière. Il peut décider de faire plus ou moins de contraste, de travail sur les couleurs. Eh bien, l'écran va être littéralement le miroir de votre photo, mais uniquement si l'écran est de bonne qualité. Alors, comme tu le disais, c'est un point important. Pour toi, c'est quoi la bonne qualité d'un écran? C'est quoi les quelques critères qui te viennent à l'esprit? Qu'il soit homogène. Parce qu'on ne travaille pas forcément au centre de l'écran. Donc, l'écran peut être très bon au centre, mais quand vous utilisez un logiciel de développement, vous avez une colonne à droite, une colonne à gauche, pas forcément de la même taille. Et si vous vous retrouvez avec votre photo ici et que votre écran il est meilleur là, déjà, vous avez des différences. Quand vous faites une sélection d'images, moi, je fais du mariage. Si j'affiche on appelle ça des diapos, mais si j'affiche toutes mes photos en vignette, j'en ai une vingtaine, et qu'au final, j'ai pas la même homogénéité en haut à gauche et en bas à droite, bah, pour moi, c'est bloquant. Et après, une bonne dalle, c'est celle qui retranscrit le mieux. Moi, j'ai photographié il y a peu des aurores boréales sur la dune du Pilat, et sincèrement, sur un écran, j'ai les deux, hein, j'ai mon ancien et le nouveau. Sur mon ancien écran, j'avais vraiment des strates, parce que l'aurore boréale, elle allait du violet jusqu'au vert, et le rose et le vert étant des couleurs opposées sur j'ai plus le nom, mais voilà, sur la roue chromatique. Voilà, sur la roue des couleurs. En fait, on se retrouve avec des franges, avec des vieux traits que je n'avais pas sur l'autre. Donc, si j'avais eu que cet écran-là, je me serais dit que ma photo était ratée, parce que j'avais sûrement un mauvais réglage, alors qu'en fait, c'était juste l'écran qui n'était pas capable de retranscrire ma photo. Ok, je rajoute un point important pour beaucoup de photographes, et des fois on l'oublie, pour traiter de la photo, c'est quand même mieux d'avoir une dalle qui est mate. Les écrans BenQ de marque et de gamme SW sont des dalles IPS, donc c'est une technologie qui est particulièrement bien adaptée pour la photo, avec une finition mate. Et tu vois, tu as pu le tester, c'est vrai que c'est agréable, et c'est pas juste agréable, ça fatigue moins les yeux aussi. Ah non, mais c'est sûr. C'est vraiment... et puis, en plus, ils sont livrés avec la casquette. La casquette, voilà, avec la casquette, et ça change tout. Donc, on a déjà très peu de reflets de base sur un écran mat. Moi, quand je suis en extérieur, enfin, quand je dois me déplacer, je travaille sur mon MacBook, je pense que la qualité des couleurs est très bonne, mais je pense qu'il n'y a pas pire écran. C'est-à-dire que vous avez le reflet. Là, vous voyez, j'ai mon MacBook en dessous de ma caméra, et j'ai le reflet du mur derrière, et je me gêne tout seul, déjà. Donc voilà. C'est un choix des fabricants. En fait, une dalle brillante a tendance à augmenter l'effet flatteur de l'image. Mais en tant que photographe, toi, ce que tu veux, c'est voir ton image, c'est-à-dire traiter ton RAW. Si en plus de ça, on te met une dalle qui est brillante, en fait, ça déforme ta photo d'origine. Du coup, ça t'empêche de faire les bons réglages. Alors que les écrans appréciés par les photographes qui veulent vraiment faire un travail sur leurs photos, bah, on va choisir une dalle mate. On ne va pas parler trop longtemps non plus des écrans. Non, mais pour ceux qui la font qualité.
C'est exactement pareil entre un tirage brillant et un tirage mat. Voilà. Si vous avez déjà comparé, il y a un écran, ça se calibre une fois par mois. Donc, il y a différentes sondes. Vous avez vu sur les écrans BenQ, sur une partie des modèles, il y a 5% de remise pour une durée que j'ai affichée. Je vous la remettrai tout à l'heure si vous voulez. Et elle s'affichera en fait tout à la fin du webinaire. Donc, c'est pas la peine que je vous la remette. Et il y a 10% de remise sur les sondes et les chartes Calibrite. Donc ça, c'est la sonde la plus professionnelle. Mais sachez qu'il existe un modèle alors qui ne permet pas le calibrage hardware pour ceux qui connaissent, mais qui peut être un bon moyen de débuter si vous n'avez jamais calibré vos écrans ou que vous n'avez pas forcément un écran hyper haut de gamme, hein, donc, qui s'appelle la Display 123, qui est une solution très intéressante, qui fait un calibrage qui est très propre, avec pas des milliards d'options, mais des résultats intéressants. Voilà, on ne va pas parler plus que ça. Donc 5% sur les écrans BenQ-SW, 10% sur les Calibrite. La page de pub est finie. Et merci à Graphique Réseau. Moi, je voudrais juste ajouter que même si vous n'avez pas un écran BenQ, calibrez votre écran. Vraiment, si vous n'avez pas le budget, une sonde, ça coûte dans les 100 à 150 euros. C'est ça, c'est un très très bon investissement. Enfin, moi, en tout cas, depuis que je l'ai fait, je me soucie déjà, même sur mon écran qui n'était pas un BenQ, hein, qui n'était pas un écran photographe, un écran qui était créé pour, ça m'a changé la vie. Enfin, avant, j'envoyais les photos sur mon smartphone, je les envoyais sur une tablette pour pouvoir comparer, être sûr que j'avais le même rendu partout. C'est plus le cas, même sur un écran normal. Donc, calibrez vos écrans. Et n'oubliez pas, si vous êtes dans un club ou un collectif de photographes, une sonde, il faut calibrer son écran une fois par mois. Donc, bon, le fabricant, il ne sera peut-être pas toujours content que je dise ça, mais si vous êtes plusieurs, vous connaissez, sur une zone géographique proche, vous pouvez vous prêter la sonde. C'est pas impossible. Donc, à vous d'y réfléchir. Ce n'est pas un petit détail. On a tellement de gens qui sont déçus. Ils font une photo, ils la préparent très bien, et quand ils font le tirage, soit sur leur machine, soit qu'ils font faire le tirage à l'extérieur, ils sont déçus du résultat. Dans beaucoup de cas, c'est parce que leur écran n'était pas calibré. Et c'est dommage parce que le travail qu'ils ont mis, le temps qu'ils ont passé dedans, ben, il est un peu gâché. Et bien sûr, un écran de qualité, bien calibré. La règle, c'est une fois par mois. Bon, si au bout de 2 mois, vous ne l'avez pas calibré, ce n'est pas la fin du monde, vous allez le recalibrer. C'est comme une bonne chose à faire et ça améliorera la qualité globale de votre travail sur les photos. Ça vous fait perdre moins de temps et ça réduit les frustrations, quoi, quand même. Je pense que tu es d'accord avec ça. Exactement. Il faudra répondre à Christophe, parce que là, j'ai vu passer une question intéressante que je n'ai absolument pas abordée. Le filtre polarisant. Est-ce que je l'aborde tout de suite ou... Eh bien, attends, on va passer à la session questions-réponses, si tout le monde est partant. Donc, on a abordé le côté vibration, stabilisation. Vas-y, laquelle tu voulais aborder la question de Ludovic sur le polarisant et du coup, Christophe qui demande du coup si j'ai pas testé. Si, j'ai testé. La problématique du filtre polarisant, c'est que quand on photographie avec un ultra grand angle, on se retrouve avec un U. En fait, les filtres polarisants orientent la lumière et c'est une question physique, mais en gros, avec un ultra grand angle, donc en dessous de 24 mm, on commence à se retrouver avec un U. Si on a un ciel uni, on va vraiment avoir des couleurs beaucoup plus intenses. On va avoir vraiment un ciel très très bleu profond et vraiment en rond comme ça en haut de la photo. Donc moi, je n'utilise pas de filtre polarisant. Et je connais des photographes qui en utilisent, notamment Antonio Bodencio. Moi, j'en utilise pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de voir au travers de l'eau quand je fais mes poses longues. Moi, je suis à l'océan, il n'y a rien à voir en dessous. Par contre, si vous êtes dans une rivière en montagne et que votre premier plan, c'est juste de l'eau limpide, ça peut être intéressant d'en utiliser. En ce qui me concerne, je n'utilise pas. Et en plus de ça, il faut tenir compte du fait que le filtre polarisant, comme tout filtre, comme tout ajout devant l'objectif, vient rallonger encore un petit peu le temps de pose. Et du coup, vient vous bloquer dans vos calculs de temps de pose, parce qu'il faut savoir que quand on met un filtre, il y a des règles de calcul pour arriver à avoir le bon temps de pose derrière, mais si vous ajoutez un filtre polarisant, ça vient contrecarrer ces calculs. Alors, il y a des applications qui permettent de faire le calcul et dire quel filtre on a mis, mais malgré tout, moi, à titre personnel, sur toutes les photos que vous voyez sur mon site internet, il n'y a pas de polarisant, à part sur les vues aériennes.
Parfait. Plusieurs questions autour des risques pour le capteur. Donc Béatrice dit, mais une Ça pause chauffe. de 6 minutes, est-ce que le capteur il va chauffer? Et il y en a plusieurs qui ont dit, est-ce que ça pose un risque? Est-ce que ça va endommager, ça pourrait endommager le capteur? Ça va le faire vieillir plus vite. Alors, ça endommagera pas forcément plus le capteur que de faire de la vidéo avec son appareil photo. Voilà. Donc effectivement, le capteur chauffe. Là, pour en revenir à la session de Bordeaux, j'ai enchaîné, j'ai fait 4 pauses de 8 minutes, 2 pauses de 6 minutes. Donc autant vous dire qu'à la fin, il y a certaines photos, c'était un arc-en-ciel de pixels colorés. Mais pour contrer ça, vous avez la réduction du bruit. Alors, vous avez 2 types de réduction du bruit dans vos boîtiers. La réduction du bruit ISO, donc quand vous augmentez vos ISO, vous avez un grain qui apparaît et vous avez la possibilité de le réduire, qui s'applique uniquement sur les JPEG. Et vous avez aussi la réduction du bruit pause longue, qui, elle, s'applique aussi sur les RAW. Et elle fonctionne de cette façon. Vous allez prendre une photo d'1 minute, et après, elle va faire la même photo, mais sans ouvrir l'obturateur. Et elle va prendre ce qui est commun aux 2 photos et le supprimer. Donc en fait, la deuxième photo va être complètement noire, avec juste les pixels chauds, les pixels rouges, verts, bleus. Et en fait, elle va les supprimer de la deuxième photo. Vous aurez une photo très propre. Effectivement, je vous déconseille d'enchaîner 1 heure de pause de plus de 8 minutes. Mais enchaîner les pauses de 20 secondes, ça ne va pas abîmer votre capteur plus que ça. Par contre, ça chauffe et il faut en tenir compte. Et Gabriel lui dit, si on fait de l'astrophotographie, et là moi j'ai des gens qui mettent un capteur et qui le laissent ouvert pendant plusieurs heures. C'est sûr. Mais là, c'est d'autres problématiques. Je pense qu'on ne va pas trop les aborder. Une question que je trouve très intéressante de François. Le miroir d'eau que tu as pris à Bordeaux, est-ce que tu peux le rafficher? Et sa question, c'est, mais pour enlever toutes les personnes, est-ce que tu as dû faire de la post-prod? Pas du tout. C'est ça qui est intéressant. La photo que je vous affichais tout à l'heure était brute. Hop, je vous la ressors là dans 2 petites secondes. Hop, elle est ici. Pourquoi je ne peux pas l'afficher? Celle-là, je n'avais pas prévu de la rafficher. Je suis navré. C'est pas grave. Écoute, tu nous la montreras tout à l'heure. Mais je trouvais que c'était justement très intéressant. Pour des gens qui n'ont jamais fait de pause longue, la question est tout à fait justifiée. Hein. Non, il n'y a absolument aucune post-prod sur les personnes. Il faut bien se rendre compte que le capteur n'imprime que ce qui est fixe. Vous imaginez, quand on déclenche une photo qui fait 1 centième de seconde, ça fige un instant. Mais quand vous faites ça pendant 6 minutes, en fait, tout ce qui passe, il faut... Grosso modo, il faudrait qu'une personne reste plus de 3 minutes au même endroit pour qu'elle reste sur la photo, sur une pause de 6 minutes. Sinon, elle ne va pas imprimer. Et c'est la magie de la pause longue, si tu veux effectivement enlever des touristes ou des passants. Et c'est ça qui est génial, c'est que ton résultat, je parle à François, ce qui est super, c'est que tu vas avoir un résultat où tu n'as pas besoin de faire la retouche et enlever les touristes. Ils n'y sont pas. C'est un des aspects magiques et c'est ce qui est sympa dans la pause longue, si c'est ce que vous recherchez, évidemment. C'est quelque chose de très, très intéressant pour la pause longue. Enfin, honnêtement, moi, je peux vous afficher la photo finie. Ça, pour le coup, Christophe rajoute, on peut même faire des effets fantômes. Oui, oui, effectivement. Oui, ça aussi. Tout à fait. On peut ajuster justement son temps de pause pour qu'il soit suffisamment long, mais suffisamment court pour que la personne apparaisse aussi. Donc là, je vous ai raffiché la photo finie. Donc, j'ai effectivement retiré les choses. J'ai estompé les stop blocks. C'est-à-dire que depuis les attentats, on a eu des blocs rouges et blancs qui empêchent toute intrusion sur le miroir d'eau. Mais après, vous voyez, au centre de la photo, on a bien le tram qui est passé, qui est reparti. Donc, je ne sais pas si vous voyez, cette masse-là qu'on a au centre, c'est le tramway. Il est arrivé, il s'est arrêté, il a pris des gens et il est reparti. Donc, lui, il a imprimé. On a les traînées de voitures derrière, c'est ce qui fait que c'est un peu flou. Et ensuite, on a tous ces mouvements de nuages qui peuvent paraître hasardeux. Et c'est l'avantage de faire des pauses très longues. C'est que quand on fait des pauses de 20 secondes, on a facilement un mouvement uniforme. C'est-à-dire que souvent, les nuages vont dans une direction ou partent vraiment dans différentes directions. Là, on voit qu'il y a des vents qui ont changé en 6 minutes. Si vous regardez le haut de la photo, vous avez les nuages ici qui partent dans ce sens. Et puis d'un seul coup, ils repartent dans ce sens. Donc, on a vraiment des virages
voyez, la partie droite de la photo en est le meilleur exemple, c'est-à-dire qu'on a vraiment des courbes de nuages qu'on n'a pas sur des poses plus courtes. Ça a vraiment cet intérêt-là, en plus d'avoir supprimé les gens. Mais il n'y a pas de suppression de personnes sur cette photo. Il y a juste le fait d'estomper les stop blocks. Mais sinon, tout le reste était tel quel sur le RAW, que je n'ai pas là malheureusement, mais que je peux envoyer aux personnes intéressées. C'était pour illustrer le sujet, et c'est vraiment un des aspects. C'est-à-dire, avec la pose longue, parfois, justement, on a moins de temps à passer en retouche. Et beaucoup de photographes, ce qu'ils aiment, c'est faire de la prise de vue. Ils ne sont pas forcément fans de passer des heures à devoir enlever voilà, un oiseau qui passe, un passant qui ne leur plaît pas. Suivant ce que vous voudrez faire. Hein. Et puis, faites des expérimentations. Plusieurs d'entre vous l'ont dit. On peut s'amuser à rajouter des effets fantômes. On peut faire plein de choses. Vous verrez, c'est pas si compliqué finalement une fois qu'on a compris la technique, et je trouve que tu l'as bien expliqué. Ludovic demande, CPL plus pose longue, est-ce que le CPL reste intéressant? On y a répondu. D'accord, nickel. Gérard, la photo en pose normale, d'abord, est-ce que ce serait une bonne idée pour figer le ciel, puis on va superposer avec d'autres éléments? Alors, un blending, c'est toujours intéressant, dès lors que c'est bien fait. Je ne suis pas hyper friand. J'aurais plus tendance à dire faire 2 poses longues. Une très très longue, mettons, pour effacer les gens au premier plan si vous voulez qu'il n'y en ait pas, et une un peu moins longue pour le ciel. Ou alors, par exemple, juste une légèrement longue pour le ciel et une qui lisse bien comme il faut l'eau. Ça, pour le coup, je pense que ça peut être utile. Par contre, faire une pose qui ne soit pas longue, où on a des nuages bien nets, bien définis, des cumulonimbus, et avoir une eau complètement lisse en dessous, ça sera, on va dire, un choix artistique. Est-ce que c'est intéressant? C'est pas moi qui vais le dire. Après, il faut assumer ce que l'on désire faire. Mais voilà, pourquoi pas. En tout cas, c'est une bonne piste temporelle, je trouve ça intéressant. Très bien. Tu nous as montré donc l'intérêt de la pose longue pour pouvoir supprimer, par exemple, des passants. Est-ce que tu peux nous parler de comment la pose longue va nous permettre de sublimer le mouvement? Je sais que tu as des belles photos avec, par exemple... C'est ça. Moi, j'ai des photos à vous montrer. Et je pense qu'on va pouvoir regarder ça. Et surtout, j'en parlais dans la vidéo, pouvoir regarder certaines photos, voir les temps de pose et voir les filtres qui ont été utilisés. Donc, cette première photo-là, elle n'a pas été prise en Norvège, hein, elle a été prise sur le bassin d'Arcachon. On pourrait, je l'ai appelé les fjords du Pilat parce que je trouvais ça intéressant. Donc là, j'ai utilisé un filtre dégradé, mais on a différentes finitions de dégradé. On a le soft, qui est le dégradé le plus doux. On a l'intensité maximale et après, ça vient se dégrader jusqu'au transparent. On a le medium, où on a l'intensité maximale qui dure un peu plus longtemps et le dégradé est un petit peu plus court. Et là, on a ce que j'ai utilisé, qu'on appelle un filtre hard. C'est-à-dire que le dégradé, je ne les ai pas là. Malheureusement, j'ai des filtres dégradés, je peux vous montrer, mais mon hard, il est mort. Il s'est cassé. Et en fait, ce filtre hard a un dégradé de l'ordre d'un demi-centimètre. Donc, ça a permis d'avoir ce ciel très foncé et une eau très, très pâle. L'eau est pâle, pourquoi? Parce que le temps de pose était très, très grand. Et du coup, on se retrouve avec une photo qui est surexposée. Mais c'était la contrainte de cette photo où il y avait énormément de contraste avec les rochers, c'était très très sombre. Et je pense que c'est la seule et unique fois où j'ai réussi à utiliser ce fichu filtre que j'ai cassé quelques jours après. Voilà. Et d'autres avec plus de mouvement. Exactement. Donc vous avez la même du miroir d'eau avec beaucoup plus de mouvement. Là, on a 1 minute de pause, on a énormément de vent et on a l'avantage d'avoir un vent qui arrive de face. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc là, on n'a qu'une seule direction. Mais lié au grand angle, on a vraiment cet effet évasé, donc les nuages qui partent dans tous les sens. Pour le coup, ça c'était une pose qui était facilement faisable à l'heure bleue, sans filtre. Là, moi je voulais une pose très très longue parce qu'il y avait du vent et je voulais vraiment avoir cette sensation de mouvement justement dans le ciel, mais vous auriez très bien pu faire la même photo à côté de moi, sans filtre, en vous mettant à f16, ou aller à f22, moi je ne conseille pas parce qu'il y a un phénomène de diffraction, mais ou aller à f22, allongez votre temps de pause, et je pense qu'il était facile d'atteindre les 30 secondes de temps de pause sans filtre. Là, j'avais un filtre ND16, donc ce n'était pas un filtre non plus très opaque, mais c'était un filtre qui suffisait à allonger le temps de pause pour avoir un filet encore plus grand au niveau des nuages. Vous avez la même photo que je vous ai montrée tout à l'heure, mais cette fois-ci sans la stabilisation, et du coup, on a une pose qui
dure celle-ci de mémoire, parce que je ne l'ai pas noté dessus, c'était une pause de 15 secondes. Donc plus courte que celle de tout à l'heure. Donc on voit les nuages. Vous voyez, la réponse à la question tout à l'heure, est-ce que c'est intéressant de combiner? Je pense qu'il vaut mieux ajuster, avoir un bon temps de pause, plutôt que d'essayer de combiner, de venir se rajouter des difficultés. Ici, combiner un ciel, ça aurait été compliqué. Il aurait fallu le remplacer à la fois dans la grande roue, à la fois au niveau des comment ça s'appelle, des éclairages publics. Enfin, commencez par simple. Et une fois que vous serez sûr de ce que vous faites, vous pourrez vous amuser à aller encore un petit peu plus loin. Mais déjà, expérimenter, c'est déjà très bien. De réactions, ce n'est pas forcément des questions. Nicolas dit, on est bien d'accord, tous les éléments figés de la photo, donc ce qui ne bouge pas, vont avoir plus de détails que le reste. Par exemple, si tu as des nuages qui sont en mouvement, forcément. Exactement. En fait, ça ne va pas forcément avoir plus de détails. Ça va être net. C'est ça. Donc, ça va ressortir. Donc, si c'est ce que tu appelles plus de détails, oui, mais en fait, ça va surtout être net. Ça ne va pas bouger. Et vu que tout sera flou autour, si vous avez, il y a des gens qui affectionnent le minimalisme, si vous avez un piquet au milieu de l'eau, tout le reste va être flou. Vous passez ça en noir et blanc, vous avez un piquet avec plein de détails, plein de nervures de bois, et tout le reste qui est blanc ou un dégradé de gris. Et c'est très très beau. Moi, j'adore ça. À partir de quel temps de pause on efface les passants? Ça dépend de leur vitesse. Ouais, ça dépend de leur vitesse de déplacement. Mais vous voyez, sur les photos que j'ai affichées dans la vidéo, il y avait 30, 60 et 90 secondes. À 90 secondes, on a quelqu'un qui a longé la plage jusqu'à l'appareil photo et à aucun moment on le voit. Mais j'aurais fait une pause de 30 secondes, on ne l'aurait pas plus vu, à moins qu'il avance directement vers moi, auquel cas, il aurait été surimprimé de sa distance en fait par rapport à moi. Donc en fait, on aurait eu des espèces de petits fantômes comme des poupées russes en fait, imbriquées les unes dans les autres. Et le centre aurait été très très sombre, mais pas le reste. Donc, quelqu'un qui va passer comme ça devant, vous pouvez faire le test. Vous allez tout à l'heure, quand le soleil sera couché, vous sortez, vous mettez votre appareil photo et vous passez votre main devant en faisant une pause longue de 10 secondes. Vous allez voir qu'en passant juste votre main comme ça sur une photo de 10 secondes, vous verrez rien, vous ne verrez pas de différence. Parfait. Vas-y, je t'ai coupé, tu voulais... Là, je passe sur quelques photos de Norvège. J'accompagne des voyageurs en Norvège tous les ans. Une pause longue. Une pause de 5 secondes avec une personne qui n'a absolument pas bougé, et ça c'est fantastique. Mais bon, c'était un photographe étranger qui faisait également de la pause longue et qui a priori était focalisé sur son objectif pour ne pas tomber. Donc voilà, on a une pause longue, on a du mouvement pas très marqué dans le ciel, mais on a cet aspect vaporeux des nuages. On a énormément sur la partie bleu ciel au centre de la photo, puisque l'eau s'est coulée vers le bas, on le voit. Mais sur la partie, ça nous crée comme un effet glacé, et on a cet aspect vaporeux sur les rochers. Enfin, typiquement le genre de photo que je rêvais de faire, et un jour ça s'est présenté, en plus avec quelqu'un qui avait un anorak rouge, que demander de plus. Après, je vous propose une photo des célèbres aurores boréales d'Amnoy. Là, c'est une photo qui a été faite une demi-heure avant le lever du soleil, donc on est vraiment dans l'heure bleue. J'ai utilisé un filtre, encore une fois, le fameux ND16, pour allonger ce temps de pause et atteindre là, en l'occurrence, les 75 secondes, donc 1 minute 15. Mais dans les stagiaires, il y en a qui n'ont absolument pas utilisé de filtre et qui ont fait des pauses de 20 ou 30 secondes. Le rendu était assez similaire. La seule différence, c'est qu'en fait, c'était un tout petit peu moins vaporeux autour des rochers. Mais le rendu était similaire, puisqu'il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de nuages. Enfin, en Norvège, on a surtout énormément de brouillard. Le rendu ne change pas beaucoup. Là, pour le coup, le fait d'avoir allongé le temps de pause m'a fait ressortir énormément les gouttelettes sur la gauche. Parce que c'est la problématique avec la pause longue, c'est tout ce qui est défaut optique ou saleté sur l'objectif ou sur le filtre va être décuplé par le fait d'allonger le temps de pause et de faire rentrer de l'information. Et on se retrouve là, pour le coup, avec ces gouttelettes que moi je trouve esthétiques, mais qui, pour les puristes, diront il fallait nettoyer le filtre. Ben, il pleuvait. Donc, comme souvent en Norvège. Ensuite, une petite photo de 2 minutes. Peut-être... ah oui, vas-y. Voilà, une pause très très longue. Là, pour le coup, c'est vraiment une pause longue. Donc là, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui posait la question de la mise au point. Comment faire la mise au point quand on met des filtres très opacifiants. Avec les hybrides aujourd'hui, avec un ND64 de chaussée, donc un filtre qui n'est pas ultra opacifiant, mais qui permet de faire des pauses longues assez sympathiques. Moi, je considère qu'on peut toujours faire la mise au point. Sur un ND1000, ben, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Vous faites comme si vous alliez faire votre photo sans mettre de filtre. Vous faites votre mise au point sur la zone que vous voulez faire pour être à l'hyperfocale, pour faire votre netteté, la meilleure netteté possible. Et après, vous désactivez l'autofocus
et vous mettez votre filtre. Donc, vous le vissez. Et à partir de là, si vous n'avez pas bougé, vous n'avez pas touché la bague de mise au point, vous êtes parti pour faire toutes vos photos sans refaire votre mise au point et sans avoir l'autofocus qui patine. C'est hyper simple. Et là, sur cette pause longue de 2 minutes, j'avais un ND1000 et un ND64. Il faut savoir que les filtres ND ne s'additionnent pas. Ils se multiplient. Donc, si vous utilisez un ND1000 et un ND64, vous n'allez pas avoir un ND1064, vous allez avoir un ND64000. Et autant vous dire que là, le temps de pause était quand même... si j'étais resté dans des standards habituels sans ISO, F16, j'étais sur une pause de l'ordre de 12 minutes. Donc, c'est pas... Là, pour le coup, c'est assez rare, mais j'ai fait une pause longue avec... j'étais à 800 ISO. Pour justement... et là, tu avais beaucoup de lumière. À l'opposé, si tu travailles dans des conditions, par exemple, de nuit, tu n'as pas forcément besoin de filtre ND. Et une question qui est revenue quelquefois, c'est est-ce que tu considères que le light painting, c'est une forme de travail en pause longue? Exactement. Regardez, j'en ai même juste un exemple ici. Donc là, c'est du light painting en drone. Donc j'ai accroché une lumière sur mon drone et j'ai avancé le drone tout droit. Et donc là, j'ai tout fait, hein, j'ai déclenché. C'est une pause longue de 20 secondes et le drone trace droit. Et ça reste une pause longue. On a cet aspect vaporeux sur le ciel. On est sur une photo de nuit. Hein. Il y a 0 filtre. On est sur une photo de nuit. On a, alors c'était réfléchi, hein, donc on a des éclairages. On a un spot à côté de nous. On était 2. On a un spot à côté de nous qui éclaire la cabane Tianke. On en a même un dans l'eau qui éclaire le dessous de la cabane. Mais c'est du light painting. Et le drone qui passe. On a fait plein de passages. Hein, j'ai des spirales, ce genre de choses. Mais pour le coup, quand je vous dis qu'on peut faire de la pause longue hyper facilement sans aucun matériel, là, on n'avait besoin de rien. On aurait pu faire exactement la même photo. Et la seule contrainte à laquelle vous allez être confronté, c'est la pollution lumineuse. Là, il n'y avait pas de coucher de soleil, en fait, si vous voulez. Toute la lumière qui est en bas, c'est vraiment la lumière des villes qui sont derrière. Vous voyez, sous la cabane, il y a une lumière bleue. Et après, tout le reste du orange, ben, c'est les villes qu'il y a autour, Arcachon, La Teste, le Cap-Ferret, qui nous éclairent cette scène et qui nous permettent d'avoir... moi, j'étais parti pour faire des photos de Voie lactée ce soir-là. Bon, il s'est avéré qu'il y avait des nuages. Il a fallu trouver un plan B puisque la marée descend. On est bloqué sur place pendant 3 heures. Donc, on a fait du light painting avec un drone. Et puis, j'en suis pas mécontent. Et puis, de toute façon, il faut s'amuser en photographie. Il faut pas partir. Faut avoir des idées, hein, mais il faut pas partir avec des idées préconçues parce que sinon, on va se casser les dents. Et si on n'est pas capable de rebondir, on va juste rentrer frustré. Le but, c'est de s'amuser. Ça reste une passion. Même si certains en font un métier, ça reste une passion. Moi, quand je pars faire de la pose longue, je pars m'amuser. Il est rare que j'ai un but professionnel derrière une sortie de photo en pose longue. Et parfois, je me surprends à faire des poses très longues et parfois faire des poses plus courtes et des fois faire les deux, faire des poses très courtes et des poses plus longues et me dire que finalement, la photo la plus jolie, c'était la pose la plus courte parce que la pose longue n'a rien apporté. Elle m'a apporté du bruit, un capteur qui a chauffé. Si j'ai pas mis la réduction du bruit pose longue qui double mon pose du coup, parce qu'il fait 2 fois la même photo. Donc, honnêtement, amusez-vous. En fait, c'est vraiment une pratique qui ne coûte rien au départ. Et si vous souhaitez investir, moi, je vous conseillerais de partir sur des filtres un ND32 ou un ND64. Ce sont des filtres qui ne sont pas très exigeants. Ils opacifient. Ils font rentrer moins de lumière, hein, mais pas trop. Ça ne vous impose pas trop de contraintes. Un ND1000, c'est le meilleur moyen de se dégoûter de la pose longue avant même d'avoir commencé. Donc, ton conseil, c'est ça, c'est pour démarrer, peut-être 1 ou 2 filtres, un ND32, un ND64, par exemple. Oui. Et c'est bien. Là, pour le coup, vous voyez, ça, c'est au ND64. Donc ça, honnêtement, quelqu'un qui veut s'essayer à la pose longue, c'est très bien. On a un petit peu de mouvement dans le ciel sur la partie haute, on a un mouvement sur l'eau. Qu'est-ce que j'ai d'autre à ND64? Ça, c'est du ND64. Le ND64 va vous permettre de faire des poses longues au lever du soleil, au coucher du soleil. Et en journée, ça va être un peu plus compliqué si vous voulez avoir des temps de pause très longs. Mais ça va vous permettre de faire des belles poses longues quand la lumière est la plus belle. Donc, pour débuter, un ND64, un ND32, c'est très bien. Et surtout, pensez-y, parce que moi j'aime les achats raisonnés, c'est mon leitmotiv. Achetez le filtre au diamètre le plus grand de tous les objectifs que vous possédez. Vous voyez, moi j'ai plusieurs objectifs là. J'ai un 15 mm, donc qui est en diamètre 72, et j'ai mon 70-200 qui lui est en diamètre 77 et qui est très très sale. Et donc là, si je voulais utiliser ces 2 objectifs et ne pas m'acheter des filtres pour l'un et pour l'autre, moi je vous conseille de prendre
le filtre le plus grand, donc celui qui va s'adapter sur votre objectif qui a le plus grand diamètre. Et comme ça, en achetant des bagues réductrices, donc il en existe pour tous les diamètres, vous achetez ensuite des petites bagues qui sont vides, qui permettent juste de réduire le filetage. Vous vissez la partie la plus petite sur votre objectif et après vous venez visser votre filtre comme s'il était vissé directement sur l'objectif. Et comme ça vous permettra de vous amuser à moindre coût et surtout de ne pas vous dire « Ah, mais je l'ai acheté pour celui-là, je ne peux pas l'utiliser sur l'autre, il faut que j'en rachète un. » Ça, c'est vraiment une erreur courante que je croise dans, on va dire, dans 75%, 3 personnes sur 4 qui viennent prendre des cours de pose longue et qui ont déjà acheté des filtres ont fait cette erreur. Ok. Si je peux vous faire économiser quelques euros. Je veux rebondir sur 2 choses que tu as dit. La première, tu as parlé de la réduction de bruit. Est-ce qu'on peut se passer de la réduction de bruit et dans quelles conditions? On peut se passer de la réduction du bruit sur toutes les pauses qui vont aller jusqu'à 1 minute. D'accord. Au-delà d'1 minute, le capteur va vraiment chauffer, il va vraiment être sollicité et on va vraiment avoir des pixels. Si vous êtes patient, vous pouvez les effacer comme on peut effacer des tâches de capteur sur le logiciel. C'est très très long. Si vous allez faire du noir et blanc, ça sera déjà un peu moins gênant parce que c'est des pixels colorés, des pixels chauds, c'est des pixels rouges, des pixels verts, des pixels bleus. Sinon, moi je vous conseille de l'activer. Le mieux, c'est de faire une première pause, de voir si c'est bon pour vous, si le mouvement des nuages que vous voulez imprimer est bon, que vous voulez capturer est bon, si le premier plan, si la netteté est bonne, si tout est bon. Là, vous refaites la même pause en activant et vous êtes parti. Si vous faites une pause de 6 minutes, j'ai fait l'erreur une fois, vous êtes parti pour 12 minutes et c'est ultra long. 12 minutes, c'est l'enfer. Quelle focale favoriser? Alors, moi, je fais la plupart de mes photos en ce moment au 24-70 parce que c'est un zoom transstandard et que ça me permet de faire du détail. Mais mon amour pour de la photo en équivalent plein format, c'est vraiment le 15 mm. Enfin, sincèrement, ça, c'est un objectif en manuel. C'est un objectif qui vaut dans les 450 €. C'est une somme, mais pour un ultra grand angle, c'est vraiment pas cher. Et ça permet de faire vraiment de très très belles photos. La photo que je vous affiche là, c'est du 15 mm. Celle-ci également. Celle-ci aussi. Vas-y, il faut que tu les raffiches là, parce que je t'avais coupé pour compter en plein écran. Donc ça, c'est du 15 mm. Ça aussi. Ah non, mais on la voit toujours pas. Il faut que tu la raffiches. Ah, il faut que je la raffiche, pardon. Hop, je vous repartage ça tout de suite. Non, il n'y a pas de souci. Hop, je l'ai là. Voilà. Donc 15 mm. Donc un premier plan très proche, une profondeur de champ qui est beaucoup plus facile à gérer. Du coup, on a celle-ci. Donc ça, c'est à Madère. On a celle-ci aussi qui permet, en fait, l'ultra grand angle permet vraiment d'avoir un premier plan très très proche, tout en gardant une profondeur de champ acceptable. Donc avoir une zone de netteté qui va du dessus du rocher ici jusqu'au piqué qui est là. Le piqué va être légèrement moins net que le premier plan, forcément. Et ici, ça va forcément être un peu moins net. On a une netteté qu'on qualifiera d'acceptable sur toute la longueur. Et c'est l'avantage du 15 mm. Après, faites avec ce que vous avez déjà pour commencer à vous amuser. Marque de filtre, bon, on ne va pas faire de la pub pour une marque, mais il y a éviter certaines marques peu chères. C'est surtout ça. Ça hein. Parce que j'ai vu quelqu'un dans le chat qui parlait des dérives colorimétriques et c'est vraiment la contrainte. C'est-à-dire que plus le filtre va être dense, plus la dérive colorimétrique va être marquée. Donc votre photo va ressortir plutôt magenta, plutôt bleuté. Alors, il y a quelques marques qui étaient connues pour ça. Et plus vous allez aller dans le bas de gamme et plus vous allez risquer d'avoir ces dérives colorimétriques. Je pourrais vous citer tout un tas de marques que je déconseille, mais allez dans les marques connues. Voilà, c'est le plus simple. Allez dans les marques connues, comme Pignon sur rue. Peut-être mettez 10 € de plus que ce que vous auriez mis en achetant un filtre pas cher. Et sur le long terme, les filtres, vous allez les garder très longtemps. C'est comme le trépied. C'est le matériel qui va vous suivre le plus longtemps et vous n'aurez pas à changer régulièrement pour cause de casse, d'obsolescence. Enfin, un filtre, ça dure longtemps pour peu qu'on en prend soin. Toujours sur les filtres, quelqu'un posait la question et tu me l'as montré en préparation de ce webinaire. Est-ce qu'il existe des filtres variables et qu'est-ce que tu en penses? Que du mal. En fait, le filtre variable sur le papier, c'est hyper bien. Ça vous permet d'avoir un ND4, un ND8, un ND32. Et en fait, regardez, donc je vous montre comment ça fonctionne. C'est un... Je vais me remettre hop, pour être sûr. C'est plein écran. Donc là, vous avez le filtre qui est ici.
et vous avez la possibilité de le faire varier. Et vous allez voir, petit à petit, je vais disparaître derrière le filtre. Donc voilà, là, on a un filtre qui va du ND4, ici, donc qui fait rentrer légèrement moins de lumière. Vous voyez, je suis un peu plus sombre ici que là, jusqu'au ND32, où je fais rentrer 32 fois moins de lumière. Donc on me discerne, ici on voit mon œil, mais c'est pas fou. Et en fait, ces filtres fonctionnent de cette façon. Vous avez deux filtres polarisants qui sont dans des positions inverses, et en fait, quand vous les faites varier, ils viennent créer une opacité. Donc en fait, c'est des faux filtres à densité neutre. Et la problématique qu'on a, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, quand on utilise un filtre polarisant sur un ultra grand angle, on a un U qui vient se former. Et bien là, vous avez deux U qui viennent se croiser. Et si vous utilisez des focales inférieures à 35 mm, donc un 24 en équivalent plein format, ou un 18 en équivalent APS-C, un 18-55 par exemple, à 18 mm, ben vous allez avoir une croix qui s'affiche, qui sera formée par les deux U. Et c'est une croix qui est très très marquée, et c'est quasiment pas exploitable. Et plus le filtre est bas de gamme, plus ça va être visible. Une dernière question technique. Excuse-moi, hein, je fais attention au temps. Nicolas, très tôt, nous a demandé, est-ce que tu pourrais réexpliquer comment tu fais tes choix et pourquoi tu parles de priorité vitesse alors que lui, il dit qu'il travaille plutôt en manuel. Quel est ton avis là-dessus? Moi, je travaille en manuel uniquement quand mon temps de pause ne peut pas être calculé par le boîtier. C'est-à-dire que souvent, quand on utilise un ND1000, il va vous afficher la vitesse 30 secondes en clignotant. Ça veut dire qu'il ne peut pas calculer le temps de pause. Il faut qu'il soit supérieur à 30 secondes. Moi, je travaille en priorité à la vitesse parce qu'on achète des boîtiers. On ne les achète pas que pour la qualité du capteur, on les achète pour tous les composants qu'il y a dedans. Et aujourd'hui, le mode PASM, donc tous ces modes semi-automatiques, en fait, sont très intelligents. Et je n'ai pas envie de m'embêter à calculer mon temps de pause. Moi, je me mets en priorité à l'ouverture. Je définis mon ouverture, je définis mes ISO, je suis posé sur trépied puisque je vais faire de la pause longue. Donc finalement, le temps de pause que lui va induire au départ, honnêtement, je m'en fiche. Et à partir de là, ça me permet, moi, une fois que j'ai mis mon filtre, de lui laisser faire le calcul. Et s'il n'y arrive pas, d'utiliser des applications, il y en a tout un tas, des photos gratuites, des applications gratuites, ou Photopills notamment, et qui vous permet de dire, moi j'ai mis un filtre ND1000, j'avais un temps de pause initial de 1 centième, quel va être le temps de pause qu'il va falloir que j'applique à ma photo en manuel pour avoir un temps de pause, pour avoir une photo qui soit bien exposée. Voilà. Mais moi, je ne suis absolument pas partisan du mode manuel. Il y a énormément de photographes qui l'utilisent. J'ai même des amis qui les utilisent. Je fais des workshops en collaboration avec un très bon ami à moi qui est de l'autre côté du bassin. Il bosse en tout manuel et moi, je déteste ça. Moi, je suis là pour faire des photos. Ce qui est important, c'est d'arriver au résultat et le résultat est strictement le même. La seule différence, c'est qu'il a appuyé sur 3 molettes et que moi, j'ai laissé l'appareil, pour peu qu'il soit bien réglé, choisir pour moi. Donc moi, je vous souhaite de vous amuser et honnêtement, éviter le mode manuel, c'est de la frustration pour rien. Parfait. À moins qu'il y ait une toute dernière question. Il y avait pas mal de choses. Bonne réaction. Un webinaire très intéressant. Merci beaucoup. On a répondu, quand on empile plusieurs filtres, ils se multiplient, ils ne s'additionnent pas. Hein. Tu l'as dit, mais je l'ai reprécisé. C'est pour ça que ça peut être intéressant de ne pas en prendre un trop fort et d'en prendre un deuxième à côté. Si vous démarrez avec un ND32 ou un ND64, et derrière, rien ne vous empêche de reprendre un ND8 et derrière de vous retrouver avec 6 x 8, 32, quasiment un équivalent ND400. Et je pense que c'est le mieux. Alors, ça risque de créer du vignotage parce que vous les empilez et du coup, ça crée plusieurs filtres qui s'empilent. Mais je pense que c'est plus judicieux de faire ça plutôt que de partir sur quelque chose de très très fort de suite et de potentiellement vous dégoûter. Parfait. Peut-être simplement une dernière réaction. Bernard disait, c'est très bien de parler de couleur. Oui, c'est important d'avoir un écran de qualité, de bien le calibrer. Mais si on veut simuler les sorties papier, encore faut-il avoir les profils pour les papiers. Et donc, exactement. Il faut choisir son papier. De plus en plus de fabricants diffusent leur profil ICC et dans certains autres cas, si vous avez des papiers un peu spéciaux comme un Awagami ou autre, eh bien, on peut faire le profil par un partenaire. Choisissez des gens qui savent ce que c'est qu'un profil d'impression, s'il vous plaît, pitié, parce que tous les imprimeurs ne gèrent pas ces aspects-là. Il y a des gens qui sont bons en tirage. Le Beau Labo, par exemple, à Bordeaux, je crois que tu les connais.
Oui, il y a Artlab, Artlab, il y en a beaucoup, hein, honnêtement. Picto, il y en a plein qui savent très bien faire ça. Alors, si vous allez sur des trucs super pas chers qui sont en ligne et qui sont imprimés au fin fond de la Bulgarie, vous leur parlez de profil ICC, ils vous disent de quoi parlez-vous, monsieur, quoi. Donc, ça ne marchera pas. Donc, c'était juste une réaction de Bernard. Merci beaucoup pour tout ça. Merci pour vos questions, vos réponses, les interactions aussi entre vous, c'était super. Je trouve que vous avez été un super groupe. Pour vous donner une idée, on avait un peu plus de 200 participants quand même ce soir, donc on a répondu à une partie des questions, pas 100%, mais on a fait de notre mieux. N'hésitez pas à me contacter, honnêtement. Ouais, merci beaucoup. N'hésitez pas. Jean-Philippe, je te souhaite une très bonne soirée. Je te remercie beaucoup pour ton intervention, la vidéo et tout le reste. Et je te laisse la parole, je fais toujours ça à la fin, avec le mot de la fin pour toi. Bonne soirée à tous. Moi, déjà, merci beaucoup d'être venu, d'être resté. J'en vois qui partent, mais bon, c'est compréhensible, hein, quasiment 20 heures. Moi, j'ai envie de vous dire, je vais vous lancer un défi. Est-ce que ça vous dirait pas, là, on approche des journées d'été, je ne sais pas s'il fait beau chez vous, mais chez nous, en ce moment, c'est la canicule, vous voyez, je commence à transpirer. Et je vous propose d'aller faire une série de photos sans matériel. Je vais vous montrer. Hein, vous sortez et vous allez faire des photos ce soir. Voilà, ça, c'est typiquement le genre de photos qu'on peut faire sans matériel. Ces photos-là, la toute première, là, je l'ai réalisée avec un smartphone, posé sur un trépied, mais avec un smartphone. Imaginez des photos de nuit. Là, c'était 1 heure avant le lever du soleil. Arrivé trop tôt, ben, j'ai quand même fait des photos. C'est l'éclairage public qui m'éclaire la plage. Ça, c'est une pause de 1/2 seconde. Donc, l'eau se retire comme on l'a vu tout à l'heure. Et là, c'est pareil, c'est une photo d'1/2 seconde, sans filtre. Allez-y, expérimentez. Alors, pour ces 2 dernières photos, il faudra mettre les pieds dans l'eau. Mais moi, je vous conseille. Et n'hésitez pas, après, vous avez le lien vers mon site internet, il y a mon formulaire de contact. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, où je suis assez actif. Et vous pouvez venir, du coup, me les envoyer. On va discuter. Moi, j'adore échanger. C'est pas du tout commercial, hein. Vraiment, j'adore ça. Donc, n'hésitez pas à venir poser vos questions. Je n'ai pas forcément répondu à tout le monde. Il ne faut pas hésiter, vraiment. Super, vraiment. Et vous pouvez me rejoindre sur des workshops aussi si vous avez envie. Merci beaucoup. Oui, il y a un workshop que tu fais en pinasse avec les maisons Chankey qui est disponible sur le site web de Jean-Philippe si ça vous intéresse et si vous avez l'occasion de venir près de cette belle ville qui est Bordeaux. Voilà. Écoutez. Merci à tous. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt pour un prochain webinaire.